Bonjour, bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Et notre invitée aujourd'hui est Evgenia Kara-Murza, l'épouse de l'opposant russe Vladimir Kara-Murza. Il a été condamné à 25 ans de prison en avril, notamment pour haute trahison et diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Ceci après avoir pris publiquement position contre la guerre en Ukraine et également fait campagne depuis des années pour que des sanctions soient prises contre le régime de Vladimir Poutine. Merci à vous, Evgenia. Merci de m'avoir invité. Alors, fin septembre, votre mari, qui était déjà en prison dans la région de Moscou, a été envoyé vers un pénitencier en Sibérie. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où il se trouve et dans quelles conditions? Aujourd'hui, Vladimir est en colonie pénitentiaire à régime strict, au milieu de la Sibérie, à Omsk. À l'intérieur de cette colonie pénitentiaire à régime strict, il a été placé dans une cellule disciplinaire dont les conditions sont vraiment atroces. C'est une cellule qui mesure 3 mètres par 1,5 mètre, où le lit s'attache au mur du 6 heures du matin jusqu'à 21 heures du soir, où il n'y a que de l'eau froide dans le robinet et un petit tabouret comme le seul meuble dans la cellule. Pourquoi cette décision de l'envoyer en Sibérie? On sait que la Sibérie, dans l'imaginaire russe, soviétique, pèse un certain poids. Malheureusement, dans le cas de Vladimir, c'est comme une très mauvaise tradition parce que ses 2 arrière-grands-pères ont été assassinés par NKVD pour les mêmes choses, en fait, pour lesquelles Vladimir se trouve aujourd'hui en prison. Son grand-père a servi des années en goulag, aussi pour les mêmes choses. Donc c'est une très mauvaise tradition. Un Kara-Murza ne peut être condamné qu'à un quart de siècle, ne peut être envoyé qu'en Sibérie, il paraît. Mais j'essaie de... Je sais pas. J'essaie de le voir avec un peu de l'humour, parce que sinon on s'écroule et on tombe en 1000 morceaux, et ça je peux pas me permettre. Et en fait, Vladimir aussi, il fait de même. Il a pu envoyer une courte lettre à son avocate à Moscou, où il lui a dit qu'il était vraiment arrivé dans cette colonie pénitentiaire et qu'il avait été placé dans une cellule disciplinaire. Et il a ajouté, mais voilà que maintenant j'ai une opportunité de respirer un petit peu et en silence de penser à ma vie. Voilà. Et on ne peut pas vraiment faire face à quelque chose d'aussi monstrueux sans un peu d'humour, je crois. Mais c'est en fait ce que le régime fait à toutes les voix dissidentes dans le pays. Pour pouvoir continuer la guerre, Vladimir Poutine doit tout d'abord écraser toute la dissidence dans le pays. Il doit faire de sorte que le monde pense que tous les Russes soutiennent la guerre, soutiennent l'agression contre l'Ukraine et soutiennent Vladimir Poutine et sa politique. Et donc, comme ça n'a rien à voir avec la réalité, tout est fait pour écraser ces voix de ceux qui s'opposent au régime malgré tout. Comment va votre mari physiquement? Est-ce que justement il subit des abus? On sait que sa santé est fragile parce que en 2015 et en 2017, il a subi 2 empoisonnements qui lui ont laissé quand même des séquelles graves. Oui, c'est vrai. Mon mari a survécu à 2 tentatives d'assassinat en 2015 et en 2017. Et grâce à une investigation indépendante par Bellingcat, The Insider et Der Spiegel, nous connaissons non seulement les noms, mais aussi les visages de ces agents de FSB qui l'avaient suivi avant les 2 attentes. Et c'est la même équipe des assassins au service de l'État russe qui avait suivi Boris Nemtsov avant son assassinat en 2015 et qui était impliqué dans l'empoisonnement d'Alexei Navalny.
Donc mon mari a été plongé dans le coma les 2 fois. Et il avait vraiment eu de la chance de survivre à ces attentats, mais il en a gardé une polyneuropathie. C'est une condition médicale bien sérieuse. Et même sous la loi russe, quelqu'un souffrant d'une polyneuropathie ne peut pas être tenu incarcéré en prison. Mais pas dans la Russie de Vladimir Poutine, bien sûr. Donc, pour quelqu'un comme Vladimir, le placement dans cette cellule pénitentiaire est aussi comme torture, parce que la dernière fois qu'il a passé quelques jours en cellule pénitentiaire à Moscou, à la fin de cette période, il ne pouvait plus sentir ses extrémités. Il a perdu sensation dans ses pieds et dans sa main gauche. Donc, je ne sais pas ce que ça va lui faire de passer quelques semaines en une cellule pénitentiaire, en cellule disciplinaire. Vous craignez le pire? Je n'ai pas peur pour son état d'esprit, parce que c'est quelqu'un de vraiment très fort. Et comme je vous ai déjà dit, il garde son sens d'humour, même sous les circonstances. Mais bien sûr que sa santé me préoccupe beaucoup. Vous avez mentionné Alexei Navalny. Là aussi, les tentatives d'empoisonnement, ils ont aussi une chose en commun, c'est qu'ils étaient à l'étranger, dénonçant le régime de Vladimir Poutine, et ils ont tous les deux décidé de rentrer. Et on peut se demander si ce n'est pas presque une démarche sacrificielle. Il savait à quoi s'exposer. Votre mari avait déjà eu 2 tentatives contre sa vie. Il critique le régime très directement et il rentre. Il savait ce qui allait se passer, non? Oui, c'est vrai. Il savait ce qui pouvait lui arriver et il ne craignait pas la prison, mais un autre attentat. Mais je crois que Vladimir, qui s'est toujours identifié comme un homme politique russe, il a toujours cru que c'était son devoir d'être là où les gens se posent, tout en connaissant les risques. Pour vous, pour vos enfants, vous saviez donc sans doute qu'il risquait quelque chose. Ça a été une décision difficile à accepter quand même, parce qu'il y a le côté personnel. Oui, il y a le combat politique, mais évidemment, il y a la dimension personnelle. Oui, c'est très personnel pour moi. C'est pourquoi je suis enragée. Je ressens cette rage pour le gouvernement russe qui est en train de détruire l'Ukraine et qui est en train de détruire mon pays à moi aussi. Vladimir Poutine est en train de mener 2 guerres en même temps, contre l'Ukraine et contre la Russie, en détruisant l'avenir de mon pays. Et donc, oui, c'est très personnel. Et je sais que les enfants sont bien sûr très préoccupés pour la vie de leur père. Pour nos enfants, c'est un papa, avant tout. Oui, bien sûr qu'il est aussi un homme politique, il est aussi un journaliste, un historien et beaucoup d'autres choses. C'est un homme de l'époque de la Renaissance, je ne sais pas. Mais pour eux, tout d'abord, c'est leur papa. C'est quelqu'un qui leur fait le petit déjeuner. C'est quelqu'un qui leur lit un bouquin avant de les envoyer au lit le soir. C'est quelqu'un qui est là pour leur parler, pour rigoler avec eux. Et ils sont bien sûr très préoccupés pour sa vie, mais je crois qu'en même temps, Vladimir leur apprend une leçon très importante. Par ses actions, par sa lutte, je crois qu'il est en train de leur apprendre une leçon de vie très importante, qu'il faut toujours être prêt à des risques si on veut défendre sa position. Dernière question, Evgenia. Vous, évidemment, vous vivez avec vos enfants en exil. Est-ce que vous avez reçu des menaces, tout d'abord? Et est-ce que vous pensez éventuellement rentrer comme lui l'a fait, ou est-ce que vous pensez que votre place, justement, est à l'étranger pour porter sa voix?
Tout d'abord, j'aimerais bien vivre avec mes enfants. Malheureusement, mon mari est en Sibérie, mes enfants sont aux États-Unis et moi, je vis à bord de l'avion. Mais bien sûr que ça fait très mal d'être si loin de Vladimir, d'être si loin des enfants, quand ils ont tous très besoin de moi. Tant qu'à retourner en Russie, je suis sûre qu'un jour, on retournera. Parce que Vladimir sera là pour reconstruire le pays. Je sais qu'il croit à l'avenir de la Russie, justement parce qu'il y a beaucoup de Russes qui s'opposent au régime. Et il y a beaucoup de voix à l'intérieur du pays qui sont préparées à risquer beaucoup pour dire non au régime de Vladimir Poutine. Et ça, il représente la possibilité de l'avenir démocratique de notre pays. Et je sais que Vladimir voudra être là pour reconstruire le pays. Et bien sûr que je serai là avec lui. Pour le moment, je crois que ma place et mon devoir, disons, est de continuer son travail. Je vais continuer de parler de tous les prisonniers politiques en Russie. Et il y en a des centaines. Et je vais continuer de parler de Vladimir. Je crois que la publicité, tout ce qu'on a, c'est mon seule arme. C'est ma parole. Je ne sais pas porter une vraie arme. Mon arme, c'est ma parole. Je peux en parler et je peux raconter les histoires de ces prisonniers politiques en espérant que le monde ne les oublie pas et que le monde demande leur libération. Et on connaît des cas où ça aide d'améliorer les conditions de ces gens derrière les barreaux. Evgenia Kara-Murza, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette édition d'En Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24.